Il faut déjà, avant même qu'on entre dans le vif du sujet, qu'on voie ensemble la méthodologie pour pouvoir gagner plus d'argent, ou plutôt d'éviter d'en perdre, pour éviter de vivre dans la gêne. L'idée étant de vivre dans la dignité, de pouvoir subvenir à ses besoins, de pouvoir aider son entourage. Je pense qu'il faut déjà revoir son rapport à l'argent. Je ne vais pas vous faire une conférence de 2 heures sur le rapport à l'argent. Je pense qu'on va être très très bref, mais je vais essayer de poser 2 bases très importantes avant qu'on puisse poursuivre le discours. Alors là, ici, dans le schéma que je présente à l'écran, on a un rond, mes biens. Donc on peut en fait considérer dans mes biens, il y a aussi son argent. D'un côté, on a toutes les sources de revenus, de l'autre, on a les dépenses, et en haut, ce qui vient en fait en bleu, c'est l'intention et ses croyances. En fait, il faut se rappeler que nos biens sont un ornement et nos biens sont une grande tentation. L'argent est une tentation, c'est prouvé dans le Coran. En français, ça donne: vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation pour vous, alors qu'auprès d'Allah se trouve une magnifique récompense. Donc ça, il faut le garder en tête. Et du coup, ça nous permet vraiment de considérer vraiment l'argent à sa juste valeur. Ça peut être une source de biens, à condition que ce soit pur, à condition que notre argent soit acquis de sources licites, à condition qu'on dépense aussi dans des voies licites et à condition qu'on ait une croyance pure envers Allah. Et ça, c'est vraiment ce qui nous différencie peut-être de tout le contenu qu'on peut trouver sur Internet, notamment qui touche à l'argent, qui touche à comment devenir riche, comment devenir millionnaire. On n'oublie pas qu'on est musulman, qu'on est juste de passage dans cette terre, qu'on peut être éprouvé avec de l'argent comme on peut être éprouvé par son absence. Donc, ceci étant dit, l'argent n'est qu'un moyen. L'argent permet ou permettra, Inch'Allah, de pouvoir réaliser des œuvres. Et c'est ces œuvres qui seront évaluées et pas la quantité d'argent qu'on a. Donc, c'est une dimension supplémentaire. On ne va pas juste étudier le risque ou la rentabilité d'un projet, mais aussi quelque part à ce qu'on est en conformité avec notre religion. Et pour les dépenses, c'est pareil. Où va mon argent? Dans quoi je le dépense? Est-ce qu'il est thésaurisé? Est-ce que je le garde comme ça sous le matelas et je n'en fais rien? Est-ce qu'il est utilisé dans des voies licites? Et une fois qu'on a posé ce cadre, on vient dans l'intention et dans la croyance. Est-ce que mon intention est-elle pour Allah? Aujourd'hui, vous êtes inscrit dans cette conférence. Quelle était votre intention? Est-ce que par le biais de cette formation, par le biais de cette conférence, vous allez pouvoir vous rapprocher d'Allah? Est-ce que vous allez pouvoir mieux l'adorer ou alors vous allez vous en éloigner? Et il ne faut pas oublier en effet que l'argent, c'est une subsistance et savoir d'où elle vient. Donc on va commencer par l'étape 1, c'est je réalise un bilan des dépenses effectuées chaque mois. Alors c'est pas très glamour. En fait, commencer par faire un bilan, concrètement, c'est commencer à regarder combien on dépense. Le problème, bien souvent, et ça c'est ce que je constate aussi dans le cadre des consultations que je peux donner, les personnes savent très bien qu'elles n'ont plus d'argent à la fin du mois. Parce que c'est des personnes qui doivent emprunter à droite à gauche, ou c'est des personnes qui ont du mal à payer leurs factures. Par contre, quand on leur demande, mais vous dépensez combien et donc quoi, là elles sont incapables de répondre. Et bien souvent, en fait, même si on a accès à ces informations grâce aux applications mobiles, grâce au site web de la banque, ou alors avec l'argent qu'on peut comptabiliser dans des cahiers ou vraiment sur n'importe quel support, on pourrait retrouver cette information, on pourrait la regarder. Mais concrètement, on ne sait pas dans quelle direction on va. On ne sait pas combien on dépense. Et quand je dis combien on dépense, c'est pas être capable de dire, avant-hier, j'ai dépensé 78,80 € chez Zara. Non, c'est pas ça le sujet. C'est d'être capable de dire, par mois, dans l'alimentaire, je dépense tant. Par mois, dans tout ce qui est divertissement, je dépense tant. Par mois, généralement, on sait combien on met dans le loyer. Mais des fois, on ne sait pas combien d'argent on met dans les factures. Ou alors, par exemple, pour les personnes qui roulent en voiture, et vous l'avez probablement vu avec le plein qui commence à coûter de plus en plus cher, avec l'augmentation du prix du litre, du gasoil et de l'essence, on ne sait pas trop combien on met. On sait qu'on met beaucoup, mais on ne sait pas combien. Il est du coup important de faire ce bilan. Alors, il y a 2 façons de le faire. Soit on le fait vraiment, on regarde nos relevés de dépenses et on fait un tableau à la main, ou alors on peut faire ça sur Internet, ou alors on choisit la simplicité et la facilité, on utilise le dashboard qu'on a développé, on remplit en fait toutes nos dépenses sur le dernier trimestre, en fait sur les 3 derniers mois, et on regarde combien on a dépensé dans chaque chose, et ces chaque chose, on va les catégoriser, on va leur donner une famille. Par exemple, si je me fais des sushis plus un cinéma, ou alors si je me fais un kebab plus un théâtre, ça va être la même chose en fait. C'est des sorties, c'est du divertissement. Si par exemple je paye une facture d'électricité ou une facture de gaz, pareil, ça va être la même famille. Et finalement, ce qu'on va comparer, c'est les familles entre elles.
et pas les dépenses entre elles. Parce que des dépenses en 3 mois, on peut en avoir, je sais pas, entre 50 et 500 peut-être. 500 dépenses, c'est énorme. C'est quelqu'un qui dépenserait peut-être 20 fois par jour. C'est peut-être un peu extrême. Mais par contre, des familles de dépenses dans le dashboard, il y en a une dizaine. Donc, on peut comparer 10 familles de dépenses et voir les montants. Et généralement, quand on a des familles, en fait, c'est uniformisé et bien rempli, on peut se rendre compte qu'en termes de divertissement, peut-être qu'on dépense beaucoup trop. En termes de factures, il y en a beaucoup trop. Et derrière, en fait, on peut actionner des leviers pour réduire ces dépenses. Donc, un bilan, c'est très simple, mais il faut le faire. Et on prend du coup ces relevés bancaires et on regarde toutes ces dépenses. L'idéal, c'est de faire ces dépenses par CB tout le temps. C'est quelque chose que je vous recommande. Si par exemple, vous faites et des dépenses par CB et des dépenses en liquide, donc de temps en temps, vous allez voir un distributeur, vous allez retirer de l'argent et vous payez en liquide, c'est difficile de faire le suivi. On peut savoir du coup combien on a retiré tout au long du mois, mais on ne sait pas dans quoi ce liquide part. Donc l'idéal vraiment, c'est de payer avec la carte bancaire. En plus, on est maintenant capable de payer avec le téléphone en sans contact, donc c'est très rapide. Bon, ça peut être aussi un piège parce qu'on paye très facilement et on voit même pas le montant qui a été prélevé. Donc, il faut faire très attention, être minutieux, mais en même temps, essayer de payer toujours avec les mêmes moyens. Même si on a 3 cartes bancaires, du coup, on fera l'exercice sur les 3 comptes bancaires qui sont associés à ces cartes bancaires. Si on réalise son budget en couple, du coup, on verra les dépenses de monsieur et de madame. Et du coup, on pourra voir, par exemple, petite blague, les contraventions qui sont passées. Madame n'était pas au courant, donc le fait de faire un bilan permettra de voir que monsieur roule un peu trop vite le soir ou le week-end notamment. Donc du coup, les données, en fait, on va les rentrer une par une, on va les catégoriser et on va du coup voir à quoi ça correspond. Donc là, je vais faire la démonstration maintenant. Donc j'ai ouvert les bons onglets. Là, vous voyez le dashboard. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, on rentre dans cet écran d'accueil avec les différents modules. Donc j'ai dit que c'était un outil 8 en 1. Donc il y a 8 modules, même si là on voit 10 liens et chaque module en fait est contenu dans une page. Je reviendrai, Inch'Allah, sur ces modules. Là, je fais juste une présentation générale. Et là, du coup, on parlait à l'instant de dépenses. On parlait de réaliser son budget. En fait, on va dans l'onglet numéro 3, suivi épargne. En fait, cet exercice de calculer de suivre ses dépenses, en fait, quelque part, ça sert à voir quelle épargne on pourrait avoir à la fin du mois. Et même pas à la fin du mois, au début du mois, mais je vais y revenir. L'idée, en fait, à travers ce que je suis en train de raconter là maintenant, c'est d'épargner un maximum d'argent. Et pour épargner un maximum d'argent, il faut voir du coup ce qui sort en fait. Donc, qu'est-ce qu'on dépense chaque mois. Donc, je suis sur le lien et hop, je me retrouve ici sur le suivi d'épargne. Donc ça, c'est un tableau, je vous montrerai tout à l'heure. C'est idéalement, si on arrive à avoir une bonne épargne, on suit du coup mensuellement combien on arrive à mettre de côté. Mais pour avoir ce tableau et pour avoir ce graphique, en fait, il faut aller dans le module 2, bilan trimestriel. Alors là, c'est déjà complété, c'est des chiffres fictifs. N'ayez crainte. En fait, l'idée, c'est de voir combien on est capable d'épargner. Et du coup, les questions sous-jacentes, c'est combien je gagne et combien je dépense. Donc ici, en vert, c'est notre épargne. En bleu, c'est nos revenus. Et en rouge, c'est nos dépenses. Et en fait, dans le dashboard, il y a une logique où il y a 2 types de dépenses. Il y a des dépenses en fait qui arrivent tous les mois. Donc tous les mois on va se nourrir, tous les mois on va faire nos courses, tous les mois on va manger, acheter des habits. Et il y a des dépenses qu'on n'a qu'une fois par an. En fait, on va aller en vacances qu'une fois par an. Donc est-ce que on va comptabiliser 2000 € de vacances chaque mois? Non, ça n'a pas de sens. Par contre, plutôt que se mettre à découvert, par exemple, juste avant les vacances, parce qu'on aura puisé dans tout l'argent qu'on aura gagné, si on sait qu'on va dépenser 2000 € dans des vacances, en fait, c'est comme si on mettait 166 € par mois de côté dans une petite cagnotte. Et cette petite cagnotte, en fait, servira aux vacances. Et du coup, plus on mensualise nos dépenses annuelles, et plus on est capable, en fait, d'éviter de se mettre dans le rouge et de voir vers quoi on navigue. On a en dessous 3 graphiques. En fait, on a du coup nos dépenses récurrentes. Donc, c'est l'exercice qu'on va faire ensemble. Donc, l'exercice qu'on va faire ensemble, ici, on a un exemple de quelqu'un qui va dépenser chaque mois 2171 €. Ils sont également obligés de mettre 214 € par mois pour des dépenses annuelles. Donc, il y a les voyages, mais aussi il y a la fête de l'Aïd à la fin de l'année, par exemple, certains impôts, certaines taxes et également la zakat. Donc, ils prévoient, ils savent qu'il faudra mettre un certain montant. Donc, ils se le mettent de côté sur un compte secondaire où on va mettre cette petite cagnotte dans lequel on va puiser et ça évitera en fait de toucher à son épargne principale qui est elle aussi sur un compte bancaire à part. Mais comment on est arrivé à cette 2171 €? En fait, cette famille s'est livrée à l'exercice que j'ai décrit tout à l'heure. On est sur ce tableau-là.
dépenses récurrentes sur les 3 derniers mois. Cette famille a regardé en mai, juin et juillet toutes ces dépenses et les a consignées. Donc là, ici, on rentre la date, on rentre le montant, on met un commentaire. Si par exemple, bon là c'est le loyer, c'est assez clair, mais si c'est une facture, ici par exemple, c'est la ligne d'après, on peut mettre gaz. Donc on sait que c'est du gaz en fait, pour pas se mélanger les pinceaux. Et on va catégoriser. Donc là, en fait, on aura une liste déroulante. Donc là, pour la première dépense de 800 euros, on a mis le loyer ici. Pour le gaz, c'est une facture. Pour la troisième ligne, 74 euros, c'est de l'alimentaire. Donc là, on peut dire que c'était les courses. Et en fait, on va faire ça sur les 3 mois. Donc, on va regarder ces relevés et on va regarder vraiment de manière précise tout ce qui a été dépensé sur les 3 mois. Et généralement, les personnes, et c'est les retours que j'ai des gens en fait qui ne suivent pas leurs finances, qui ne suivent pas leurs dépenses et qui font l'exercice pour la première fois, ils se rendent compte en fait qu'en facture, et c'est la première fois qu'on leur dit, ou plutôt qu'ils le voient, en facture, ils sont à 237 euros. On sait qu'on a des petites factures ici et là, mais 237 euros de facture, ça reste quand même beaucoup. Il y a peut-être moyen d'optimiser ça. Et en fait, l'exercice sur les dépenses, plutôt que de se dire, bon bah super, j'ai tant de dépenses et tant de salaires, donc du coup mon épargne c'est tant, avant de faire ça, on va se dire, mais en fait ces dépenses, on va faire quelque chose. On va les traiter, on va voir ce qu'on peut optimiser. Donc là, on voit 237 euros de dépenses, on voit pour la maison, c'est 76 euros, donc ça reste quand même des montants acceptables. L'alimentaire de 120 euros, c'est plus qu'acceptable, surtout avec l'inflation de 5-6%. Faire ses courses devient de plus en plus cher. En transport, 61 euros, donc ça peut être des tickets de transport, ça peut être le Navigo qu'on habite à Paris. L'habillement, 102 euros par mois. Là, on peut se dire, oula, l'habillement, 102 euros, pour un couple, c'est peut-être un peu beaucoup. Des habits qu'on n'utilise pas tout le temps et on achète continuellement parce que c'est aussi des habitudes qui s'installent. Peut-être qu'on a toujours besoin d'acheter des nouveaux habits. Des habits qu'on oublie complètement, qui se retrouvent au fond du placard et après, on est obligé de les donner et c'est dommage parce que c'est beaucoup d'argent parce que l'habillement coûte cher. On a aussi donc les divertissements. Là aussi, ça peut partir en cacahuète pour le coup. Ensuite, on a soins, santé. Alors après, ça, c'est des choses, des fois, c'est difficile de les compresser. On a les contraventions. L'idéal, c'est vraiment d'avoir zéro. On peut aussi avoir des dettes. Par exemple, on doit de l'argent et on rembourse cet argent. Et enfin, on peut faire également des cadeaux à nos enfants, à notre famille. Donc, quand on complète tout ça, ça nous donne en fait ce camembert. Donc là, on a 2171 euros. Et on peut voir en fait toutes les tranches, tout ce qui a été dépensé, enfin plutôt toutes les familles. Et plutôt que regarder du coup 250 lignes de dépenses qui ne veulent rien dire et on ne peut pas optimiser, là on peut voir que dans les 2171 euros, on a 11% qui concerne les factures. Donc ça fait donc ce que je disais tout à l'heure, 235 euros. Peut-être qu'on peut optimiser quelque chose. Et bien souvent, on peut optimiser quelque chose. Moi, par exemple, mon épouse, une fois, avait négocié en changeant d'opérateur un super tarif pour l'électricité et vraiment je la remercie là publiquement pour le coup parce qu'on avait économisé je crois 30% ou 35% sur notre électricité et pourtant consommation égale. Il y a aussi ce que j'ai pu faire sur notre assurance auto, donc voilà les assurances, même si on connaît un peu le caractère dans la religion, il y a des choses qui sont obligatoires. On a une assurance, on prend la voiture et en fait on s'est rendu compte qu'on payait beaucoup trop cher et en fait en faisant l'exercice d'aller sur un comparateur en ligne, je me suis rendu compte qu'à prestation égale et vraiment en prenant le minimum, pour 2 conducteurs, on était capable de réduire de 30 à 40% notre facture, ce qu'on payait à l'assurance. Surtout qu'une assurance, si on conduit bien, ça sert à rien en fait. C'est juste de l'argent qu'on donne, ça couvre un éventuel risque. Donc s'il nous arrive rien, c'est juste de l'argent qu'on jette entre guillemets. Et si pour des prestations égales, on peut payer 30 à 40% moins cher, c'est de l'argent qu'on épargne en plus. Donc c'est hyper important de faire cet exercice et de se rendre compte que tiens, c'est bête, mais je dépense beaucoup d'argent. En fait, je me rends compte que dans certains items, je dépense beaucoup trop et du coup, il faut faire quelque chose. Pourquoi on fait l'exercice sur un trimestre et pas sur un seul mois? C'est pour éviter en fait de s'éloigner de la réalité. Le loyer, on le paye tous les mois, donc il n'y a aucun souci. Mais il y a des fois, on va acheter énormément d'habits, par exemple, et le mois d'après, on ne va pas acheter. Et si on fait l'exercice sur un seul mois, ça tombe dans le mois, on n'a pas beaucoup dépensé, on va se dire super, je ne dépense pas grand-chose. Alors que si on lisse ça sur 3 mois, on essaye vraiment de ramener ça à la moyenne, auquel on ajoute 5% par sécurité, pour vraiment se rapprocher au maximum de la réalité et de pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc du coup, c'est important d'avoir vraiment des données fiables. Et pour avoir des données fiables, c'est pour ça qu'on fait ça à l'échelle du trimestre et ça sera divisé par 3.
Super, là je vois qu'il y a des questions qui sont posées. En effet, on n'a pas du tout accès à vos informations. En fait, quand vous achetez le dashboard, vous achetez une copie du dashboard en fait. Vous récupérez juste le squelette et après derrière vous le garnissez comme vous voulez. Ça sera conservé dans vos données Google Drive en fait. Alors, pour les fréquences, c'est une bonne question. Je vais répondre tout de suite. En fait, pour cet exercice-là, c'est-à-dire remplir mes dépenses, l'idéal c'est de le faire tous les trimestres. J'ai ici réalisé un onglet qui s'appelle Comment utiliser mon dashboard. Donc pour le bilan trimestriel, ici je dis il faut le compléter en tout premier lieu, donc la première fois qu'on l'utilise. Et en fait, il faut aussi le mettre à jour très régulièrement. Pourquoi? Parce que notre façon en fait de consommer va évoluer au fil du temps en fait. En faisant l'exercice déjà, on va se rendre compte qu'on dépense peut-être des fois trop dans certaines catégories de dépenses. Du coup, on va les réduire. Une fois qu'on les aura réduits, il faudra du coup refaire l'exercice pour avoir du coup une version corrigée de comment on se comporte par rapport à la dépense. Après, une fois qu'on aura corrigé, l'idéal c'est de le faire peut-être tous les 3 mois, tous les 6 mois, parce que notre situation peut évoluer, on peut avoir l'arrivée d'un nouvel enfant, nos salaires peuvent changer. Parce que ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, il faut faire cet exercice sur les dépenses donc récurrentes, mais aussi il faudra faire l'exercice sur les dépenses ponctuelles. Et ça aussi, c'est des choses qui peuvent évoluer. Et enfin, il faudra aussi également mettre nos salaires. Une fois qu'on aura complété dépenses récurrentes, dépenses ponctuelles et salaires, on aura ces 3 graphiques et on pourra du coup avoir ici notre objectif d'épargne principal. Donc c'est vraiment l'indicateur principal. Cette famille est capable à ce jour d'épargner 849 euros. On a des bonnes dépenses et on a des mauvaises dépenses. Donc les bonnes dépenses, si par exemple on doit nourrir ses enfants, en fait voilà, on va pas chipoter, on va continuer à faire nos courses. Après derrière, on peut également faire peut-être plus attention. Des fois qu'on achète en gros, on a la possibilité de faire des réductions d'échelle. Dans le prix, en fait, on achète moins cher finalement notre nourriture. Après, il faut faire attention, des fois, quand ils vendent plus grand, c'est aussi plus cher. Donc, il faut vraiment regarder au litre, au kilo. Donc, des fois, il y a des promotions, peut-être attendre aussi la période des soldes. Propriétaire sans les bas donne beaucoup de conseils sur comment bien dépenser son argent, surtout quand on fait les courses. En fait, il faut toujours se poser des questions. Un truc tout bête, est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire les courses quand vous avez faim? Et du coup, quand on a faim, généralement, on achète plus de choses, plus d'alimentaire, on craque davantage devant des produits ultra transformés. Et au final, quand on passe en caisse, on dépense beaucoup plus parce qu'on avait faim et qu'on a été attiré par des choses colorées, salées, sucrées, avec beaucoup d'huile, beaucoup d'additifs. Et c'est pas bon. Donc l'idéal vraiment, c'est de faire ces courses quand vraiment on a bien mangé. Donc ça, c'est un conseil tout bête, mais qui fonctionne. Et ça m'est déjà arrivé là récemment de faire des courses comme ça dans cet état-là. Et au final, j'ai acheté des bêtises que je n'ai même pas consommées. Donc toujours se poser des questions avant de faire ses courses. Est-ce que ce que je vais acheter répond à un véritable besoin ou est-ce que c'est une envie passagère causée par une tentation? Également, on va se poser la question, est-ce que c'est un produit qui répond à un besoin? Des fois, on achète des choses parce qu'elles sont en promotion, mais elles n'ont pas forcément d'utilité. Et ça arrive souvent, des fois, de retrouver des objets qu'on a achetés et qui n'ont pas trouvé d'utilité, qu'on va donner du coup à quelqu'un parce que après 8 mois, on s'est rendu à l'évidence, ça n'a pas servi. Pourtant, c'était un truc en promotion qu'on a vu soit dans un catalogue ou parce que notre voisine ou notre voisin ou copain ou copine l'a acheté et du coup on a fait de même. Donc faire très attention, est-ce que ça répond à un besoin? Aussi, est-ce que c'est éthique, licite, halal? Ça c'est la base. Pas acheter des choses qui sont illicites ou alors des choses qui ne répondent pas à notre éthique. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui va m'apporter? Toujours aussi se poser la question de combien ça va me coûter. Est-ce qu'on n'a pas la possibilité d'obtenir ce même produit avec un rabais? Des fois, en étant un peu attentif, si on s'inscrit à la newsletter, si on regarde un tout petit peu en story permanente, par exemple pour des personnes qui achètent sur les réseaux sociaux, des fois il y a des codes promo qui sont donnés, donc pas hésiter vraiment à être attentif, donc il faut être patient avant d'acheter et voir derrière comment on peut économiser quelques euros. Enfin, est-ce que la valeur de ce que ça va m'apporter est supérieure à ce que ça va me coûter? En fait, là, on va comparer des torchons et des serviettes. On sait ce qu'on dépense, donc ça sera de l'argent, donc ça va être 15 euros, 20 euros. Mais derrière, est-ce que ça va me soulager? Est-ce que ça va me permettre d'avoir des meilleures nuits? Est-ce que ça va apporter de la connaissance? Est-ce que je vais gagner du temps et du coup de l'argent? Ou alors c'est juste quelque chose que je vais consommer instantanément et ça va rien me faire de plus. Du coup, ça va me coûter beaucoup d'argent, mais au final, en termes d'effet, c'était vraiment minime. Et enfin, est-ce que j'ai de la place? Et ça, c'est quelque chose
de très important. Des fois, on achète des choses qui sont utiles, qui vont nous servir, à moindre coût, il y a eu une promotion, on s'est bien renseigné, mais est-ce qu'on a de la place chez nous pour le stocker? Et ça, c'est bête, mais des fois, on a les placards trop remplis, trop pleins de choses inutiles et on n'a pas la place pour mettre ces choses qu'on pourrait acheter. Donc vraiment, se poser la question de ce qu'on est en capacité de le recevoir et de le stocker. Et si c'est pas le cas, voir du coup comment on peut faire le tri dans ses affaires. Et c'est quelque chose aussi que je recommande. Le ménage de printemps une fois par an ou peut-être même tous les trimestres et de voir comment on peut donner, vendre également aussi, vendre sur le Bon Coin, sur d'autres plateformes, des objets qui ne nous servent plus. Donc ça, ça rentre dans le cadre de faire le tri entre une bonne et une mauvaise dépense. C'est quand même des choses qui sont intéressantes, aussi des conseils qu'on peut retrouver dans le livre Propriétaire sans l'IVA. Même si on parle d'un achat immobilier, derrière on donne des clés sur comment bien acheter en fait, comment bien dépenser, parce que la dépense fait partie de l'épargne et l'épargne fait partie de comment on gagne de l'argent. Donc toujours se poser la question de comment je vais sortir mon argent de mon compte bancaire